Adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette, dans cet épisode, plusieurs centaines de ménages sont toujours privés d'électricité 24 heures après les orages violents qui ont frappé le Québec et près de 50 000 devront patienter encore plusieurs heures. Le drapeau du Québec est mis en berne à l'Assemblée nationale pour les funérailles de Denise Bombardier. Les hommages viennent de partout. Controverse dans un hôpital à Montréal, une victime de viol incapable de se faire servir en français. Et un tueur en série recherché depuis plus de 10 ans qui démembrait et enterrait ses victimes, finalement arrêté. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Jean-François. Salut Florence. Au moins une tornade confirmée et possiblement 2 autres se sont abattues sur le Québec jeudi 14 juillet lorsque le climat s'est complètement déchaîné sur la province. Toutes les régions touchées ont reçu des quantités de pluie variant entre 50 et 90 mm, ce qui a rendu le retour à la maison hier très difficile. En seulement 2 heures, la métropole a reçu l'équivalent d'1 mois de pluie, ce qui est vraiment beaucoup pour Montréal. Jean-François, hier, quand tu es sorti du studio, tu as dû avoir toute une surprise, parce qu'ici, on n'a pas de fenêtre, donc tu as dû être pas mal surpris. En fait, entre les entrevues, on est sortis parce que tout le monde m'a dit « Viens voir ça ». C'est passé d'un beau soleil et en l'espace de 10 minutes, on se serait cru la nuit, tellement c'est devenu sombre. Des gros nuages et ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu du tonnerre comme ça. Mais ce qui nous a le plus frappé, c'est la quantité de pluie qui tombait. On pouvait voir, là, tu sais, puis il y a eu des endroits pires qu'ici au centre-ville, là, les bouches d'égout qui fournissaient pas, là, tu sais, tu voyais comme l'espèce de remous parce que la pluie ne réussissait pas à rentrer. Puis moi, je suis stationné dans un stationnement pas loin. Donc, quand je suis parti, il avait sorti les pompes parce qu'évidemment, il y avait de l'eau dans le stationnement. Et tout au long de mon trajet, là, il y avait des endroits où tu passais, tu sentais que tu n'avais au milieu des pneus là, de la voiture. Donc, vraiment, ça s'est déchaîné en peu de temps. Ça a été... ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une solide comme ça. Ça t'a pris du temps de retourner chez toi? Oui, quand même. 15 minutes de plus, mais c'était pas si mal. Il y a eu plein d'images vidéo qui ont circulé là, rapidement sur les réseaux sociaux. Tu l'as dit, des débordements d'égouts. Il y en avait un, là, près d'ici, près de la station, près de TVA, un refoulement d'égout là, qui ressemblait carrément à un geyser là, qui sortait de la bouche d'égout, qui était à plusieurs mètres en altitude. Il y a la station de métro, le Square Victoria hier, qui a été fermée à cause d'infiltration d'eau. Il y a plusieurs automobilistes qui ont été carrément pris dans les rues, sur l'autoroute. Il y a des autos qui étaient presque engloutis dans certaines rues de Montréal. Il y a l'autoroute des Carrés qui a été fermée dans les deux directions. C'était vraiment hier le bordel total. Environnement Canada a d'ailleurs signalé que l'activité électrique a été particulièrement intense et plusieurs incendies ont été déclenchés par la foudre. Il y a eu de la grêle d'1 à 2 cm qui a été signalée, accompagnée de violentes rafales de vent. Il y a eu une rafale à près de 101 km/h à l'aéroport international Montréal-Trudeau qui a causé la chute de plusieurs arbres, des poteaux électriques. Il y a aussi plusieurs vols qui ont été annulés hier. Et Hydro-Québec confirmait dans sa dernière communication qu'il reste actuellement environ 84 000 ménages toujours en panne aujourd'hui. Ils font leur possible pour rebrancher tout le monde avant la fin de semaine. Il y a 800 intervenants qui sont présentement sur le terrain, qui essaient de réalimenter tout le monde. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a près de 50 000 clients qui pourraient être encore privés de courant dans les prochaines heures. Hydro-Québec n'est pas capable finalement, disait que tout le monde devrait être rebranché d'ici la fin de la journée, mais finalement, ils ne sont pas capables de confirmer parce qu'il y a beaucoup de cas plus lourds qui demandent davantage de travaux. Donc, les travaux pourraient se continuer toute la fin de semaine. Oui, ça prend le temps que ça prend. Puis ça s'est poursuivi. Là, on a parlé de Montréal, mais... on a annulé le spectacle hier à Québec. Moi, j'ai de la famille en Mauricie. Ça s'est poursuivi. Il n'y avait plus de risque de tornade, mais il y a eu des orages violents. Non, c'est ça, la pluie continuait. Énormément de pluie. Je voyais aux nouvelles qu'il y a un automobiliste qui a été sauvé parce qu'il était dans un endroit plus bas. L'eau s'est accumulée là. Oui, sous les viaducs, là, on voyait les autos complètement engloutis. Puis là, il était plus capable d'ouvrir sa porte parce que quand l'eau arrive, ça fait une pression. Donc, c'est des gens qui sont allés l'aider, l'ont sorti, et heureusement, parce que l'auto a fini par être complètement submergée. Fait qu'il y a eu vraiment, vraiment énormément de pluie. C'est l'équivalent de tout le mois de juillet qu'on a reçu, exemple, à Montréal. Là, c'est 88 mm de pluie. On l'a reçu en 2 heures.
Puis il y a aussi les fortes pluies, comme tu l'as dit, on fait peur à beaucoup d'automobilistes, mais ont endommagé plusieurs résidences, dont le condo d'un aîné à Montréal qui s'est confié à Francis Alain du Journal de Montréal. Il s'appelle Donald Wilson, 79 ans. Il vit dans le même condo d'un demi-sous-sol d'un immeuble à Saint-Henri depuis 27 ans. Et en seulement quelques secondes pendant l'orage, il a vu son logement se remplir d'eau. L'eau est rentrée chez lui avec tellement de force que ça a défoncé sa porte patio. Ça a emporté d'un meuble du salon à la cuisine. Ça a fracassé. Et là, ces meubles sont complètement finis. Il a réussi là, de justesse à sortir de chez lui, à aller se réfugier chez un voisin. Mais en ce moment, là, son logement est complètement détruit. Il attend des nouvelles de ses assurances. Donc, il cherche un logement en attendant. Et ça, Jean-François, c'est une situation parmi plusieurs que les Québécois vivent là, depuis hier. C'est pas le seul qui a dû évacuer, que sa maison est détruite en partie. Donc, c'est tout un cocktail météo qu'on a eu hier. Les funérailles de notre ancienne collègue à Cube Radio et au Journal de Montréal, Denise Bombardier, ont eu lieu aujourd'hui, 14 juillet, à l'église Saint-Viateur dans Outremont. Ces funérailles sont sous forme de concert hommage, mais resteront sobres. C'était ses dernières volontés. Son fils Guillaume Sylvestre mentionnait au journal qu'à la fin de sa vie, Denise Bombardier lui avait dit « Ma vie a été un spectacle, mais ma mort n'en sera pas un ». Les funérailles étaient ouvertes au public aujourd'hui, mais aucune prise d'image n'a eu lieu à l'intérieur de l'église. Ça a lieu encore en ce moment, donc on n'a pas encore de nouvelles. Mais c'est environ 200 personnes qui se sont rassemblées. Le premier ministre y était attendu et le cortège devrait venir d'arriver sur les lieux avec le cercueil. Et le drapeau de la tour centrale du Parlement du Québec avait été mis en berne tôt ce matin afin de rendre hommage à Denise Bombardier, à sa contribution à la culture québécoise. C'est ce qu'avait annoncé le premier ministre François Legault par communiqué hier. Et pour vous rappeler, Mme Bombardier a rendu son dernier souffle le 4 juillet dernier, à l'âge de 82 ans, des suites d'un cancer fulgurant. Elle chroniquait encore ici à Cube Radio là, en fin mai. Elle avait dû annuler beaucoup de chroniques, disant là, qu'elle savait pas trop ce qu'elle avait. Elle passait des tests pour finalement avoir eu les résultats et avoir un cancer qui était complètement fulgurant. Son époux, James Jackson, avait confié au journal qu'elle était partie là, en moins de 2 mois. Après 2 semaines hospitalisée au CHUM, elle avait été transférée aux soins palliatifs où elle s'est éteinte le 4 juillet dernier. Et on se rappelle, l'annonce de son départ avait provoqué là, une onde de choc totale au Québec. Il y avait une pluie d'hommages de plusieurs personnalités publiques. Justin Trudeau et François Legault lui avaient d'ailleurs rendu hommage. Je vous laisse écouter un petit extrait de l'hommage que notre réalisateur Jean-François Roy avait fait le jour de son décès. On écoute un petit bout. Denise Bombardier, 1941-2023. Mais Richard, on est toujours à la merci des fous. On s'ennuyait jamais chez elle. On avait un plaisir fou. Il n'y avait pas un seul instant qui n'était pas meublé, là, je dirais, de pignons, de départ. Nous sommes dans le siècle de la morbidité. Un souvenir constant, bien cristallisé dans mon esprit, dans ma tête, parce que c'était une femme vraiment exceptionnelle. On a le devoir, on a la mission de protéger la langue française. Elle invitait les personnalités les plus grandes de la politique, Trudeau, puis René Lévesque, puis Camille Lorrain, et puis des docteurs, puis des scientifiques, etc. Elle m'invite. Mais Denise, comment ça se fait que tu m'invites? Je travaille à la radio privée. Pour vous autres, à Radio-Canada, vous nous voyez de haut. Elle dit, pas moi. Elle dit, je t'écoute, j'aime ton style bagarreur. C'est à se demander si on n'était pas mieux dans le temps du péché mortel quand tu nous disais, ça c'est péché mortel, ça c'est péché... Denise a eu une énorme influence au Québec. Et je vous rappelle, elle fut la première femme à animer une émission d'affaires publiques au Québec. En plus de publier plus d'une 20aine de livres, elle a été chroniqueuse pendant plus de 20 ans au Devoir, au Journal de Montréal. Elle a chroniqué à Cube Radio depuis ses débuts. Donc, on pense tous à elle aujourd'hui. Puis on a toujours l'impression, quand quelqu'un nous quitte comme ça, de l'entendre à nouveau, on a l'impression qu'elle n'est pas décédée, puis qu'elle va revenir dans 2 semaines nous savonner les oreilles ou y aller d'un commentaire incendiaire, comme elle savait le faire, là, lancer un débat de société. Vraiment, puis j'entendais sa voix, puis je me disais, dans 10 jours, elle va nous revenir avec quelque chose, mais puis ça a l'air très sobre, mais c'est ce qu'elle avait très demandé. bien fait aujourd'hui, là, les images qu'on peut voir. On devrait avoir dans les prochaines heures, parce que je vous rappelle, on n'avait pas le droit d'avoir de caméra à l'intérieur,
puis tout ça. Les journalistes qui sont sur place là, devaient vraiment vivre la cérémonie et rapporter les faits après. Donc, dans les prochaines heures, là, on devrait avoir vraiment là, tout le déroulement des funérailles. On pense à Denise Bombardier, à sa famille, ses proches aujourd'hui. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Une victime de viol à Montréal a dû être trimballée dans 3 hôpitaux différents pour effectuer une trousse médico-légale. Le premier établissement où la victime a été amenée après son viol avec les policiers a refusé de procéder à sa trousse médico-légale, Jean-François, parce qu'elle était francophone, selon ce qu'a révélé un juge aujourd'hui. Là, je te dis ça, puis on dirait presque que c'était un scénario de film, mais ça s'est vraiment passé. Étant refusée au premier hôpital à cause que sa langue maternelle... Francophone, pas parce qu'elle venait de France, là. Non, parce que sa langue... parlait français. Oui, parce que sa langue maternelle était le français. Donc, elle a été refusée. Donc, les policiers l'ont amenée dans un second hôpital et aucune trousse médico-légale était disponible à cet endroit-là. Donc, finalement, ils l'ont amenée à un 3e hôpital où l'examen a pu être fait. Et je vous rappelle les faits, cette femme-là a été agressée sexuellement à l'été 2020 par Martin Jolicoeur, qui est un résident de la Chine de 45 ans. Il l'a agressée dans son sommeil, et ce, même si elle avait expressément affirmé qu'elle ne voulait pas de rapprochement. Et se sentant complètement sale, trahie, pas écoutée, elle avait quitté les lieux. Elle s'est mise à chercher un poste de police. Elle était sous le choc, elle n'en trouvait pas. Donc, elle a appelé le 911 où des policiers sont venus la chercher, l'ont convaincue d'aller passer un examen médico-légal. Et c'est là qu'elle s'est butée à 2 refus, dont le premier, c'est celui qui est sur toutes les lèvres là, aujourd'hui, parce qu'elle parlait français, c'était sa langue maternelle, dont elle a été refusée. Et cette nouvelle-là fait vraiment sursauter tout le monde aujourd'hui. Le gouvernement du Québec a lancé une enquête sur l'hôpital général de Montréal qui a refusé la victime parce qu'elle parlait français. Le cabinet du ministre Roberge vient tout juste de répondre dans une déclaration disant que c'était une situation complètement inacceptable au Québec et qu'il mandate l'Office québécois de la langue française de faire enquête parce que ça a juste pas de sens. Ben, ça n'a pas D'un, ça n'a pas de sens qu'au Québec, on ne puisse pas avoir nos soins si on parle en français. Là. On est au Québec, peu importe dans quel coin de la province on se trouve ou dans quel coin de l'île. Mais de toute façon, lorsqu'on se présente à l'hôpital, peu importe notre langage présentement, là, qu'on parle mandarin, français, anglais ou autre, là, si on est résident du Québec, on devrait pouvoir se faire soigner. Je veux dire, les policiers étaient là pour attester. Mais c'est ça que je me dis aussi, c'est assez spécial. Comprendre, c'est pas j'ai un bleu, puis là, l'infirmier n'est pas capable de comprendre. Là, ça en vient pour une trousse médico-légale. Là. On sait exactement ce que c'est. On sait à quel point c'est grave, à quel point la personne doit être aussi dans tous ses états. Fait que peu importe le langage, il faut l'accommoder. Non, c'est incroyable. Au-delà du fait français, j'en reviens pas qu'on l'accommode pas. Surtout avec que tu accompagné des policiers, là, tu l'as bien dit. Oui. C'est assez... c'est bizarre de comprendre comment ils n'ont pas pu dire, voyons, ou faire la traduction ou quoi que ce soit. Puis ils ont dû carrément sortir, changer d'hôpital. Donc, on va avoir plus de détails là, dans les prochains jours, mais le cabinet du ministre de la langue française dit qu'il va y avoir une enquête. Donc, on devrait comprendre éventuellement et avoir plus de détails sur cette situation-là qui a vraiment aucun sens. Ça fait plusieurs mois qu'on sait que ce sera la comédienne Caroline Daverna qui va être la voix du REM, le réseau express métropolitain. Et sa voix avait été sélectionnée par le public, mais dans un concours complètement anonyme. Donc, on entendait les voix, les gens pouvaient voter, mais on ne savait pas que c'était Caroline Daverna et les autres personnes derrière ces voix-là. Et la comédienne avait été choisie. Et ce qui est assez spécial, c'est que Caroline Daverna est la fille de la voix du métro depuis 2003, la voix de Michel Deslauriers. C'est sa mère. Et je vous rappelle, là, elle a été votée dans un vote à l'aveugle. On ne savait pas c'était qui. Et c'est sa fille, la fille de Michel Deslauriers, qui va être la voix du REM. Hey, moi, j'aimerais ça voir le concours parce que j'ai l'impression que c'était pipé, cette affaire-là. Ben là, c'est sûr que ça fait une belle publicité. C'est la fille de la femme qui fait le métro depuis de la voix de la femme qui fait la voix dans le métro depuis des années. C'est un drôle de hasard. Ou bien on l'avait mis contre des voix qui étaient sûres de gagner ou le sondage était un peu truqué. Surtout qu'ils ont déjà... J'ai vu une publicité aujourd'hui là, où est-ce qu'on voit Caroline Davernas comme à un bureau du REM. Puis là, lorsqu'elle quitte, elle croise une femme et c'est sa mère. Mais on a l'extrait d'ailleurs. Je veux dire, le clin d'œil est un peu fort que ce soit pas arrangé que le gars des vues. Oui, ça fait une belle publicité. On va l'écouter d'ailleurs. Prochaine commande, un café. Prochaine client, ma maman. Bravo, tu l'as vraiment bien la voix. Merci. Prochaine sortie, la sortie. Prochaine étape, salut Tania. Salut Caro. Allô.
Prochain week-end, on sort en ville. Donc, on la voit dans la vidéo, là, on entend sa voix du REM pour la première fois avec sa mère. Donc, c'est sûr que ça fait une belle publicité. Mais là, tu l'as dit, j'ai rien. Là, j'ai l'air grincheux, j'ai rien contre le fait que ce soit elle. Ouais. Elle a une superbe voix, puis je l'aime beaucoup, Caroline Davernas. Puis, mais c'est juste que prenez-nous pas pour des valises. Là. C'est un concours. Jean-François n'y croit pas. C'est un concours, mais bizarrement, sa mère faisait la voix du métro. En tout cas, enfin. On va voir si jamais elle a des enfants, s'ils vont faire la voix du... je sais pas qu'est-ce qu'on attend de construire à Montréal. Non, puis en plus, entre toi puis moi, tu peux pas vraiment lancer un vrai concours. Parce qu'imagine si les gens trouvent ça drôle de voter pour quelqu'un qui a la voix de même. Puis là, pendant des années, c'est prochaine station, Bois-Franc. Parce que les gens ont voté pour elle. Les transports. Ouais. Voyons donc. C'est sûr qu'on avait une bonne idée de qui allait gagner ce concours-là. Enfin. Mais là, l'ouverture du REM se fait enfin dans moins de 3 semaines. La date d'ouverture au public entre les stations Brossard et Gare Centrale sera le 31 juillet. Donc, c'est pas tout le REM, mais une certaine portion. Et vous pouvez dès maintenant entendre Caroline Davernas dans son rôle. Donc, les équipes du REM se disent enfin prêtes à accueillir les usagers. C'est sûr que c'est juste un premier tronçon. C'est pas tout le REM qui est prêt. Mais j'ai bien hâte de voir pour le croire. Parce que le REM, là, ça fait plusieurs fois qu'on nous repousse. Là, on nous dit le 31 juillet. Mais je pense que tant que la date n'est pas arrivée, moi, je vais pas croire que le REM ouvre finalement. Et je vous rappelle qu'il y a un concours aussi pour faire partie du premier wagon. Ça, je pense que c'est un vrai concours. Oui, c'est le 28 juillet, techniquement, que 100 premières personnes vont pouvoir faire un tour de REM. Donc, je pense que vous pouvez toujours vous inscrire. Donc, si ça vous tente, vous irez vous inscrire. Sinon, les équipes se disent prêtes. Donc, 31 juillet, le REM devrait être finalement en fonction. Dossier du Journal de Montréal qui suscite l'attention. Quel radar au Québec rapporte le plus d'argent par année? Le Journal de Montréal nous apprend que c'est le radar fixe installé sur l'autoroute Dufresne-Montmorency, l'autoroute 40. Ce radar-là est installé depuis février dernier et a surpris plus de 31 000 automobilistes en moins de 6 mois en excès de vitesse. Et je vous rappelle que c'est un nouveau radar. Donc, il existe depuis tout récemment. 31 500 automobilistes ont été pris au piège, je peux dire. En fait, ils se sont peut-être foutus du radar, l'ont pas su. Oui, il était nouveau, donc. Il était nouveau, donc on oublie. Quand on habite quelque part, on finit par les connaître, les endroits où il y a des radars. Fait que celui-là, peut-être que les gens étaient moins vigilants. C'est certain. Au début du mois de juin, seulement près de 9 500 constats en moins d'un mois ont été émis par l'appareil qui se situe à 150 mètres de l'intersection du boulevard François de Laval. Et la vitesse est limitée à 70 km/h. Et les gens qui se sont fait prendre par le radar le roulaient à plus de 80, 90, certains à 100 km/h. Et aucun autre radar fixe a été aussi performant sur cette période-là. Si je compare à celui de l'autoroute 15 à Mirabel, c'est 25 600 contraventions environ contre 31 000 pour un nouveau radar. Et plusieurs citoyens dénoncent le secteur près de l'intersection du boulevard François de Laval sur l'autoroute 40, disant que c'est vraiment inquiétant de voir autant de vitesse puis que ça met en lumière un problème de sécurité. Et je vous rappelle, en septembre 2021, il y avait eu un accident mortel qui avait fait 4 victimes à cette intersection-là. Et c'est justement cet événement-là qui avait mené à l'installation du radar pour faire ralentir les automobilistes. Et là, on se demande dans tout ça, est-ce que ça fonctionne? Parce que là, il y a vraiment beaucoup de contraventions. Et des données fournies par le ministère des Transports démontrent que la vitesse moyenne a diminué de 11 % dans les voies de droite, 5 % dans les voies de gauche. Donc, le ministère dit de son côté que ça fonctionne, mais il y a certains groupes de citoyens, certains citoyens qui disent, nous, carrément, on passe plus par là depuis l'incident. Quand on passe, c'est l'enfer, les gens roulent vite. Donc, même s'il y a un radar et on dit que la vitesse diminue, il y a encore beaucoup de grognes qui se font sentir à Québec. Oui, puis souvent, les radars photo, moi, j'ai l'impression que ça fonctionne sur un demi-kilomètre, là, parce qu'ils nous annoncent qu'il y a un radar photo. Donc, tout le monde ralentit, on passe le radar puis après ça, tout le monde accélère. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Quelques jours après la fin des émeutes en France qui ont suivi la mort du jeune Naël par un policier, la France vit un jour de fête nationale aujourd'hui, mais sous haute surveillance. La première nuit de festivités qui a eu lieu, liée au 14 juillet, donc qui a eu lieu hier soir, a été relativement calme, contrairement à ce que les autorités s'attendaient. Mais on se prépare pour la soirée du 14 juillet, des festivités de ce soir. Il y a 45 000 policiers qui sont mobilisés pour être certains qu'il ne va pas avoir de débordement, que les émeutes en France ne vont pas recommencer.
passé. Il y a plusieurs villes qui ont carrément décidé d'annuler leurs festivités. Les ventes de feux d'artifice ont été interdites afin de prévenir là, un nouvel épisode de violence. On s'appelle que depuis la fin juin, début juillet, les émeutes en France font rage, continuent. Là, ça fait à peu près 10 jours que ça s'est calmé, mais les autorités là, ont peur, Jean-François, que le 14 juillet là, ravive les flammes dans le pays. Oui. Puis moi, j'ai déjà vécu un 14 juillet à Paris. Par hasard, là, on avait booké des vacances, puis on s'adonnait à être là. Il y en a du monde là, pour fêter. Tu sais, des fois, on pense qu'on est nombreux au Québec, là, mais il y a des plus grosses provinces, des plus gros pays que nous, des plus gros territoires, des plus grosses villes. Fait qu'à Paris, quand ça se ramasse en dessous de la Tour Eiffel pour le feu d'artifice, puis c'est comme ça dans plusieurs autres villes de la France, ça fait beaucoup de monde. Fait qu'on veut pas de débordement. Puis de toute façon, quand c'est la fête d'un pays, on veut toujours que tout le monde... soit heureux, puis c'est ça. Donc, on va suivre les développements, savoir si la nuit du 14 juillet va se passer dans le calme ou pas, mais 45 000 policiers sont présentement mobilisés. Un homme a été arrêté dans le cadre d'une série de meurtres non élucidés à Long Island, dans l'État de New York. L'homme, en fait, qu'on recherchait était connu sous le nom des meurtres de Gilgo Beach. L'homme a été identifié comme étant un architecte qui vivait depuis des décennies de l'autre côté de la baie, où les restes de 11 personnes avaient été retrouvés. Plusieurs sources ont déclaré à CNN que l'homme était en détention dans le cadre d'une enquête. Et il s'agit là, de la première arrestation dans cette affaire-là. On a arrêté un homme. On est capable présentement de le lier à 6 meurtres sur les 11 qu'il y avait eu. Mais on n'est pas capable de confirmer s'il était le seul ou il manque de preuves en ce moment. Mais il y a un homme qui a été arrêté dans le dossier. Jean-François, ça fait plus de 10 ans qu'on recherchait la personne qui avait commis des meurtres. Il démembrait ses victimes. Il les enterrait. Et je vous résume un peu la saga, le modus operandi du tueur en série. Donc, il était non identifié jusqu'à aujourd'hui. Il aurait commis les meurtres pendant plus d'une dizaine d'années. Il a enterré toutes ses victimes entre 1995 et 2010 près de Oak Beach, à Long Island, aux États-Unis. Et toutes les victimes étaient des escortes autour de la vingtaine qui utilisaient le site nommé Craigslist pour travailler. Et selon les preuves que les policiers ont entre les mains. Il aurait tué entre 10 et 16 jeunes femmes dont les corps ont été retrouvés en 2010 et 2011. Et la nouvelle de l'arrestation là, vraiment a été un véritable choc pour les familles. On les comprend. Ça fait plus de 10 ans qu'un membre de leur famille a été tué dans un contexte horrible. Puis en plus de ça, tu sais que ton enfant a été démembré. Là. C'est pas juste tué. Là. Exactement. Les policiers n'étaient pas capables de lier ça à personne. Et dans un texto, la sœur d'une des victimes a déclaré que sa famille n'était pas prête à s'exprimer publiquement parce qu'elle avait vraiment pas eu le temps d'assimiler la nouvelle aujourd'hui. C'est comme arrivé, là, les policiers ont annoncé ça, mais les familles semblaient pas avoir été averties à l'avance. Donc, les meurtres de Gilgo Beach ont mené à la recherche d'un éventuel tueur en série qui avait jamais été retracé, comme je l'ai mentionné. Et un homme a été arrêté aujourd'hui, pour l'instant accusé de 6 meurtres, mais on sait pas encore s'il est l'auteur de tous les meurtres, mais ça a vraiment ébranlé les familles, ça ébranle les États-Unis aussi, là, parce qu'on le recherchait depuis beaucoup d'années. Ouais, à moins qu'il y ait un complice, mais sinon, je veux dire, si les meurtres sont tous à la même place avec des jeunes femmes du même âge et avec le même modus operandi. C'est ça. Ça devrait pas être super long avant que les policiers puissent le lier à tout ça, là, mais c'est quand même incroyable de le retrouver après autant d'années. C'était Tout savoir en 24 minutes. Merci, Florence.